Et maintenant, je vais donc passer la parole à Éric Laménière qui va nous parler de quelle supplémentation pour la femme infertile. Éric, c'est à toi. Alors moi, je vais vous parler de la supplémentation et de la place de la supplémentation dans une stratégie de prise en charge justement des femmes infertiles. Diapo suivante, voilà. Alors, je vais commencer par une étude. Alors, j'aurais pu prendre l'étude Alifert, évidemment, de Rachel, mais j'ai pris cette étude de Gaskins, qui est effectivement avec Chavarro. Enfin, c'est des gens aux US qui travaillent beaucoup sur la fertilité et les menus. Et cette étude, à la fois, est très récente, 2019, et surtout, ce qui est intéressant, c'est l'équipe a regardé les résultats sur les grossesses cliniques, les naissances vivantes et sur les taux d'implantation, mais en faisant suivre trois types de régimes différents. Comme Rachel l'a expliqué, il faut effectivement, pour optimiser ses chances de fertilité, il faut avoir un bon régime. Et ce qui est très intéressant, je trouve, dans cette étude, c'est qu'en fait, on regarde que les résultats les meilleurs pour la fertilité, hein, ceux que j'ai entourés en rouge, et ben, c'est pas ceux qui sont avec finalement un régime bonne santé, hein, qui est celui du bas. C'est pas un régime méditerranéen qui d'habitude est considéré comme quelque chose de bien, mais c'est vraiment un régime qu'ils ont appelé pro-fertilité. Et la particularité de ce régime pro-fertilité, évidemment, on le connaît, c'est pas beaucoup de pesticides, céréales complètes, et c'est surtout une forte supplémentation en folate, en vitamine B12 et en vitamine D. Ça, c'est tout à fait cohérent avec ce que disait Rachel. Et du coup, en fait, on se rend compte qu'un régime alimentaire normal, finalement, on arrive à une sorte d'impasse alimentaire parce qu'un régime normal n'arrive pas à fournir de manière quotidienne les quantités, notamment pour ces nutriments. D'où l'intérêt de la supplémentation qui vient justement là, qui revient au sens originel du terme supplémentation, on vient vraiment pour compléter ce que la nutrition ne peut pas appeler, au-delà de la petite mention légale qu'on est obligé d'écrire sur les boîtes. Diapo suivante. Voilà, donc effectivement, le régime pro-fertilité, ben, c'est quoi? C'est des choses assez classiques, mais justement, c'est cet apport en B9, B12, en zinc, en sélénium et en antioxydants. Encore une fois, tout à fait cohérent avec ce que vient de nous dire Rachel. Diapo suivante, s'il te plaît. Alors, quand on parle de supplémentation, je dirais on peut faire deux grandes catégories. Il y a tous les micronutriments et oligoéléments qui sont indispensables à la fertilité. Alors, on les appelle essentiels. Alors, pourquoi ils sont indispensables? En fait, on s'est rendu compte que notamment chez les femmes infertiles, ces nutriments manquaient, soit dans le sang, soit au niveau du liquide folliculaire. Donc, en fait, ce sont des nutriments qui sont dits essentiels parce que s'ils ne sont pas en quantité suffisante, eh bien, on a un lien évident avec l'infertilité. Alors, encore une fois, hein, il y a aucun scoop dans ce que vous lisez ici. C'est la B6, la B9 et la B12 hein, qui ont un effet synergique. Aussi un papier de Gaskins, la vitamine D évidemment, et puis dans les oligoéléments, je crois que les plus importants dans le sens où s'ils adviennent à manquer, on a plutôt, il y a plus de probabilité pour avoir une infertilité. L'iode, sélénium et zinc, encore une fois, tout ça est extrêmement classique. Par contre, diapo suivante, se pose la problématique ou l'intérêt d'une sorte de supplémentation, je dirais, préventive. Là, elle a un intérêt qui est, entre guillemets, plus discutable. On arrive à trouver dans la littérature, en fait, qu'il est intéressant de supplémenter les femmes, notamment pour être certain que leurs besoins sont couverts pour ces micronutriments essentiels. Et on a quelques bénéfices cliniques que je vous ai mis. On arrive à avoir un taux de conception un petit peu plus élevé, une durée pour concevoir qui est légèrement baissée. Ces articles sont assez anciens. On a aussi un taux de fécondité et puis un peu moins de douleur. Et ce qui est plus important aussi, encore un papier de Gaskins qui revient très très souvent, c'est un autre papier où on voit en fait que la vitamine B9 en l'occurrence est vraiment très très intéressant, une supplémentation assez importante, hein, 3 fois, 4 fois la quantité recommandée pour l'alimentation, permet de lutter contre les effets délétères du stress oxydatif en lien avec la pollution. Donc voilà, je dirais la supplémentation pour les micronutriments dits essentiels a des petits effets cliniques et je pense qu'en termes de perte d'opportunité, ça peut être intéressant de supplémenter une femme pour être certain que tous ces micronutriments, son alimentation les apporte bien, même si on est bien d'accord qu'il n'y a pas de grande carence, à part peut-être pour la B9, pour les microéléments donnés. Diapo suivante. Voilà. Par contre, dans les substances que l'on trouve dans l'alimentation, il y a des molécules biologiques hein, qui sont extrêmement intéressantes.
et qui sont apportés par la nutrition, mais qui sont apportés en toute petite quantité par la nutrition, même si, encore une fois, individuellement, ces molécules sont, je veux dire, c'est quasiment des effets de médicaments. Je vous en ai sélectionné certains, la liste n'est évidemment pas exhaustive. On a la carnitine, le coenzyme Q10, les inositols, on reviendra dessus, les antioxydants et le resveratrol en particulier. Ça, encore une fois, ce sont des éléments qu'on peut retrouver dans l'alimentation, mais apportés dans des quantités trop faibles pour vraiment avoir un effet sur la fertilité. D'où l'intérêt, encore une fois, de supplémenter les patients dans ces produits-là. Donc, j'ai fait un petit zoom sur la diapo suivante. Sur les inositols. Alors, les inositols, en réalité, alors, inositol, c'est un mot un petit peu générique. En réalité, il y a 9 stéréoisomères. Hein, vous les voyez, c'est synthétisé. Le corps en fabrique plusieurs grammes, essentiellement au niveau des reins et du foie, un petit peu au niveau de la glande mammaire et testicules, mais c'est surtout reins, foie. On en fabrique quelques grammes et on en a besoin de 15 à 20 grammes par jour. Donc, on est obligé d'avoir un apport exogène d'inositol. Deux molécules principales, je dirais le myoinositol qui doit représenter 90% de ce que l'on a dans le corps, et une autre molécule qui est juste un épimère, enfin qui est un stéréoisomère, pardon, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas écrit trop petit, et qui en termes de synthèse, de biosynthèse, en réalité est fabriqué à partir du myoinositol, et il y a une épimérase qui est sous le contrôle de l'insuline, on reviendra dessus, parce que ça a un intérêt notamment dans le mécanisme du SOPK. Les sources alimentaires sont connues, c'est les phytates. Les phytates, finalement, c'est rien d'autre qu'une molécule de myoinositol avec un acide phosphorique branché sur chacun des oxygènes. Les phytates ont très mauvaise réputation, notamment chez les nutritionnistes véganes et autres, parce qu'ils sont supposés chélater les métaux. J'ai trouvé aucune étude clinique le montrant, donc en fait, malheureusement, alors vous savez, on dit qu'il faut laver les légumes, etc., pour enlever justement l'excès de phytate. Le souci, c'est que dans l'alimentation moderne, moins en moins de fibres et de moins en moins de phytate, et du coup, l'apport principal en myoinositol est extrêmement faible aujourd'hui. Les effets systémiques, vous les connaissez, des inositols, je dirais, avec des effets. Alors, c'est des molécules qui se ressemblent chimiquement, mais qui ont des effets qui sont même parfois opposés. Donc, ils peuvent être très intéressants, vous allez voir. Globalement, le myoinositol, c'est surtout tout ce qui est absorption du glucose. Donc, on va le trouver dans les organes qui ont besoin de beaucoup d'énergie, puisque ça va capter le glucose. Donc, c'est vraiment les cellules qui ont cette consommation importante, beaucoup de mitochondries. Évidemment, les ovocytes en phase de maturation et les embryons au début. Le déchiroinositol plutôt est lié plutôt au stockage du glucose. Donc, on va le trouver dans le foie notamment pour tout ce qui est stockage avec le glycogène. Ce que l'on sait sur ces deux molécules, d'un point de vue pharmacologique, l'effet systémique, ce sont vraiment des molécules qui permettent de traiter les états de résistance à l'insuline. Et notamment, c'est des produits, alors il y a la metformine évidemment, mais c'est des produits qui sont très intéressants pour des gens qui ont une résistance à l'insuline qui commence à être installée, et aussi pour établir des profils métaboliques, tolérance au glucose et triglycérides. Donc ça, les deux molécules, je dirais, et le déchiroinositol, c'est celui qui a peut-être la plus grande activité. Diapo suivante. Au niveau de l'ovaire, je dirais, alors qu'il y a ces effets, je dirais, un petit peu systémiques, mais il y a aussi des effets au niveau de l'ovaire. Le myoinositol, c'est un second messager de la FSH, et donc avec les effets qui sont écrits. Là, le déchiroinositol a une particularité assez intéressante, c'est que en fait, il diminue l'expression du gène de l'aromatase, qui va convertir la testostérone en estrogène. Et ça, en fait, c'est un mécanisme qui est vraiment assez central. Alors, ça a été expliqué par les équipes de Carlo Magno au début des années 2000. C'était le paradoxe du DCI. En fait, il s'est rendu compte que quand on donnait une supplémentation en DCI, on avait des effets très intéressants sur le profil métabolique, mais qu'arrivé à un certain niveau, en fait, on avait une sorte d'effondrement au niveau de la fonction des ovaires. Et ça, en fait, ça s'explique par ce qui est un petit peu au-dessus, et notamment, ça permet notamment d'expliquer un des mécanismes liés au syndrome du SOPK, pardon, c'est qu'en fait, l'hyperinsulinémie en fait, va surstimuler cette épimérase. Cette épimérase va faire qu'on a une grande production de déchiroinositol, et il y a deux conséquences. C'est que le déchiroinositol, je vous rappelle, c'est qu'en fait, il bloque
la fabrication d'oestrogène à partir de testostérone. Donc, on se retrouve finalement avec une élévation du taux de testostérone et une baisse des autres. Et c'est exactement ce que l'on retrouve chez les femmes SOPK. Deuxième chose, c'est que cette surproduction de dichironidiol, notamment au niveau cellulaire et des ovaires, fait qu'en fait, on a une déplétion, c'est une sorte, ça s'accélère, une déplétion totale en myoinositol. Et le myoinositol est totalement indispensable pour les aspects énergétiques pour un ovocyte, notamment dans les dernières phases. Et notamment, c'est intéressant quand vous regardez les taux contenus dans le sang. À peu près, on a un rapport de 40, enfin une femme a à peu près un rapport de 40%, 40 divisé par 100 en faveur du myoinositol. Dans les ovaires, en fait, dans les ovocytes, on a un rapport de 100 pour 1. Et encore une fois, ça s'explique par ce besoin en énergie qui est très important. Et par contre, dans une femme souffrant de SOPK, on arrive à trouver un rapport inversé qui est de 0,2 pour 1. Et ça explique justement pourquoi, effectivement, ces femmes ont des pauvres qualités ovocytaires. Diapo suivante. Et effectivement, il y a des études qui ont quantifié, on se rend compte que la limite, elle est à peu près un rapport de 70 pour 1. Donc, les recommandations actuellement, quand on veut donner des inositol à des patientes, le DCI est très important, mais il ne faut pas en donner trop. Et la recommandation est de le donner dans une proportion de 40 pour 1, parce qu'il est important, notamment pour tous les aspects métaboliques. Là, je vous ai donné des effets cliniques, alors des études sur le myoinositol, le déchironisitol, les deux en association. Là, j'ai dû identifier peut-être une cinquantaine d'études plus ou moins importantes. Là, je vous ai mis les plus importants. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un effet synergique avec la metformine. Il y a des effets aussi intéressants en association avec du clomifène. Ça va, entre guillemets, ça agit et on a des bons résultats. Ça va améliorer donc tous les aspects métaboliques, hormones neuroproductifs. On a des effets aussi sur la qualité des ovocytes et in fine sur les taux de naissance vivants, tant sur les femmes par des naissances naturelles que sur des femmes traitées en PMA. Et évidemment, inositol, c'est un petit peu aujourd'hui la référence pour tout ce qui est SOPK, femmes SOPK. Deuxième effet qui est un petit peu différent, qui n'est pas uniquement pour les femmes SOPK, c'est celles qui ont une faible réserve ovarienne. Et on s'est rendu compte que l'administration de myoinositol, c'est plutôt du myoinositol seul, permettait en fait de diminuer la dose requise de gonadotropine qu'on doit administrer dans les femmes en PMA. Donc ça, c'est un article tout récent qui a quelques semaines. Diapo suivante. La carnitine, comme le temps a passé, je vais aller très très vite. Vous connaissez la carnitine, c'est une molécule essentielle aux méthodes bioénergétiques, c'est aussi très important. C'est lié à la bêta-oxydation, c'est lié à tout ce qui est vieillissement ovocytaire, c'est lié au stress oxydatif. Et aujourd'hui, on a pas mal d'études, diapo suivante, qui démontrent qu'il y a vraiment des effets extrêmement intéressants pour donner ces antiox, Rachel en parlait tout à l'heure, avec des effets que vous savez lire, donc je ne vais pas vous les citer les uns derrière les autres, mais on a vraiment des effets, on va améliorer les paramètres, les paramètres en PMA et aussi en naissance naturelle, en augmentant des taux d'ovulation, des taux de grossesse, donc c'est vraiment des molécules. Par contre, c'est des molécules qu'il faut donner dans des quantités plutôt de 1 à 3 grammes par jour pour avoir un effet intéressant. Donc, carnitine, pour son côté stress oxydatif et jouant, encore une fois, on est sur la bêta-oxydation, on est vraiment sur l'énergie de la cellule, sur la mitochondrie. Diapo suivante. Alors, le coenzyme Q10, qui est un antioxydant qu'on utilise aussi largement chez les hommes, que là, je voulais représenter sous sa forme réduite, qui est sous sa forme oxydée, qui est l'ubiquinol, la forme réduite étant évidemment plus intéressante. Et là, on va effectivement avoir des effets assez intéressants sur tout ce qui est maturation des ovocytes, notamment des ovocytes entre guillemets de femmes, âgées au sens âgées par rapport à l'âge reproductif, parce que de fait de son mécanisme d'action, on va un petit peu protéger du stress oxydatif, la maturation ovocytaire qui va se dérouler plus facilement, mais aussi le dernier. Alors, il y a des références à la fin sur toutes ces études, aussi chez les femmes plus jeunes qui ont justement un pronostic de réserve ovarienne qui est plus réduite. Diapo suivante.
Voilà, donc je vous résume un petit peu finalement ce régime pro-fertilité. Donc on arrive à un régime effectivement riche en fruits, plutôt des poissons plutôt que des viandes, des graisses végétales plutôt qu'animales. Mais surtout, il faut à la fois un apport garanti pour ces nutriments essentiels, hein, que je ne vous recite pas, mais encore une fois, ils sont très très connus. Et encore une fois, suivant certains cas cliniques plus particuliers, on va avoir besoin d'un supplément. Pourquoi? Pour apporter des antioxydants, coenzyme Q10, carnitine, vitamine C, sélénium évidemment, et aussi tout ce qui est en lien avec le SOPK, le poids, l'inositol, qu'on associe le chrome aussi est très intéressant, je n'ai pas passé beaucoup de temps dessus, mais il y a pas mal d'études très intéressantes d'association chrome-inositol. Pourquoi? Parce que le chrome va jouer sur tout ce qui est absorption en glucose, donc ça va vraiment avoir un effet, je ne sais pas s'il est synergique, mais au moins renforcer l'effet des inositols, soit pour la perte de poids, soit pour le SOPK, et évidemment avec un bénéfice secondaire sur le poids pour les SOPK associés à de l'obésité. Diapo suivante. Très rapidement, je vais vous montrer ce qu'on fait, le programme FabLife. Donc, j'essaie d'aller très, très vite. Donc, le programme FabLife, c'est ce programme. Ce qu'on va associer, c'est justement une prise en charge alimentaire personnalisée, un accompagnement pour vraiment aider les patientes au quotidien à prendre les bonnes décisions et une supplémentation adaptée. Pour tout ce qui est, en fait, comment on a fait BIMUM, on l'a fait avec tous les algorithmes nutritionnels que l'on a développés pour Biladi et validés dans une étude dont Rachel Lévy était l'investigateur principal sur l'homme. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a reparamétré nos algorithmes pour trouver les quantités personnalisées de macronutriments pour une femme alors qu'on l'avait fait pour un homme. Diapo suivante. Donc, le programme BIMUM ressemble énormément dans son concept. Après, les algorithmes sont différents, les supplémentations sont différentes. Un plan nutritionnel, on calcule semaine par semaine quel est le plan alimentaire pour un individu en fonction de qui il est. Une femme infertile, on prend ses taux d'hormones, etc. On a ces algorithmes qui vont calculer ce qu'on appelle nutrilome, c'est des besoins individualisés en micronutriments. Tout ça, par nos algorithmes, est transféré en des plans nutritionnels. Ce que reçoit la patiente, c'est les menus pour la semaine. Une application évidemment qui permet de rentrer différentes données, d'avoir tout le transactionnel, du coaching avec des diététiciennes que l'on a formées à l'infertilité et des compléments alimentaires sur la diapo suivante. Les compléments alimentaires, en fait, on les a scindés en deux. On a un programme qu'on appelle essentiel, encore une fois, parce que les produits qu'ils apportent, c'est les produits qui sont considérés comme essentiels. Donc vraiment, ce sont des produits qui, parce que la personne mange correctement, en fait, on va lui donner cette espèce il n'y a pas des quantités très importantes, mais il y a des quantités pour vraiment s'assurer que tous ces macro-micronutriments sont couverts par l'alimentation, même si, encore une fois, elle est supposée avoir un régime alimentaire qui a été calculé par le plan. On rajoute des oméga 3, enfin là, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais les oméga 3 sont aussi très intéressants, plutôt sur du niveau EPA, alors que les hommes, c'est plutôt DHA, mais on a une source d'EPA quotidienne sur des oméga 3. Et ensuite, on a deux autres formulations sur la diapo suivante. Donc évidemment, on a formulé une première formulation qui est à gauche. Eh bien, vous retrouvez finalement ce que l'on voyait tout à l'heure. On a mis des inositol, évidemment, dans cette proportion de 40 pour 1 entre le myoinositol et le déchéroinositol, du chrome, du coenzyme Q10 pour ce côté antioxydant, évidemment un support, un renfort en vitamine B9, hein, très très important. Et alors, il y en a aussi dans l'essentiel, mais il y en a une quantité un peu supérieure. L'objectif, c'est que vraiment, si la personne prend les essentiels que l'on vient de voir, plus celui-là, on arrive à une quantité un peu plus importante qui reste en deçà de ce qui est autorisé, évidemment, par la réglementation pour ne pas arriver à des doses qui pourraient être problématiques. On a apporté la vitamine B9 hein, sous la forme de 5 petites tétradophylates parce que à la fois c'est à la mode, mais bon, il n'y a pas de grande preuve clinique que finalement c'est meilleur, mais visiblement c'est demandé. Deuxième formulation, elle est vraiment plutôt pour lutter contre le stress ox, qui soit en lien avec l'âge ou avec la pollution, toutes ces choses-là. Donc là, on est plutôt sur vraiment de la carnitine, évidemment, c'est un petit peu la base. C'est vraiment un antioxydant très intéressant, comme j'espère. On l'a vu, de la vitamine C, des resveratrol, qui est aussi un produit intéressant, sélénium, zinc, et un petit bon complément aussi en B9 et en D3, parce qu'on sait combien c'est important.